Cette semaine, Gilles Leclerc vous retrouve à Tulle pour Terrain politique avec comme invité principal François Hollande. Comment vieillit-on en Corrèze? Comment les agriculteurs vivent-ils la crise? Quelles réformes pour les collectivités locales? Autant de questions auxquelles répondra le député socialiste corrézien, entouré de beaucoup d'autres invités. Public Sénat sur le terrain, c'est ce soir à 22h30 sur Public Sénat. Bonsoir à tous. 2 rendez-vous à suivre sur Public Sénat le 18h. Et parmi nos invités, l'écrivain Vladimir Fedorovski qui commentera la visite en France du président russe Medvedev. Et Jean-Noël Jeannet sera également avec nous, adversaire résolu de l'hégémonie de Google. Il réagira au rapport sénatorial qui juge le recours aux géants américains indispensable pour numériser les livres. À 18h30, Gilles Leclerc nous donne rendez-vous pour un nouveau rendez-vous de terrain politique. Il sera ce soir à Tulle avec François Hollande, bien sûr. Tout de suite, le journal. Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce mardi 2 mars. Voici les titres. Un nouveau corps retrouvé à la Faute-sur-Mer en Vendée, portant le bilan de la tempête Xynthia à 52 morts et 8 disparus. L'eau commence à se retirer, mais certains quartiers restent noyés sous plus d'1 mètre d'eau. Un recadrage était annoncé. Officiellement, l'équipe de l'UMP pour les régionales en Ile-de-France évoque un soutien réitéré avec force à Valérie Pécresse par Nicolas Sarkozy. Invité du 18h, Axel Poniatowski, présent au petit déjeuner de l'Élysée ce matin. Une première depuis 12 ans, le feu vert de la Commission de Bruxelles à la culture d'une pomme de terre OGM. Très mauvaise nouvelle, dit Cécile Duflot, qui demande ce soir au gouvernement français de s'y opposer. 3 jours seront encore nécessaires pour résorber les inondations provoquées par la tempête meurtrière Xynthia. Les dégâts considérables commencent à être évalués dans les communes envahies par la boue, le sable et les déchets. L'une des urgences est d'héberger les sinistrés qui ne peuvent regagner leur domicile. Urgence soulignée par Jean-Jacques Brault, le préfet de la Vendée. Notre travail est actuellement de rapprocher la liste des 184 personnes qui ont demandé un relogement provisoire ou définitif hier, des 529 places dont nous disposons. Alors j'entends bien qu'il y a des places d'hébergement provisoire, mais nous espérons aussi des relogements plus définitifs. Notons par ailleurs que plus de 45 000 hectares de terres agricoles ont été inondés d'eau salée qui rend la terre impropre à la culture. En Vendée, 1 millier de cadavres d'animaux ont été ramassés dans les champs. Un éleveur de moutons de Sainte-Radégonde des Noyers se retrouve avec 6 bêtes seulement, celles qu'il avait envoyées au Salon de l'Agriculture à Paris. Le Salon, aujourd'hui, a reçu la visite de nouvelles personnalités politiques. Gérard Larcher, le président du Sénat, s'est longuement attardé dans tous les halls d'exposition, évoquant la future loi de modernisation agricole. Par ailleurs, Cécile Duflot, José Bové et puis Jean-Luc Mélenchon étaient également au salon aujourd'hui pour défendre, disent-ils, l'agriculture paysanne. Un regret exprimé sur Public Sénat par Vincent Payon, invité d'Hélène Risser dans Déshabillons-les. Le responsable socialiste regrette d'avoir demandé la démission d'Arlette Chabot. On l'écoute. Je pense en même temps que j'ai fait des fautes, qu'il n'analyse pas. Par exemple, sur Arlette Chabot, sur la démission d'Arlette Chabot, ça finalement, ils ne sont pas mûrs pour aller jusque-là de l'analyse. D'accord. Et donc on a personnalisé, on a dit c'est les médias. D'accord, on dit la tête d'Arlette Chabot voilà, alors que... Ça permettait, ils ont communiqué sur la forme, regardez, Staline est de retour, ce qui était assez stupéfiant. Donc, là vous reconnaissez que vous avez été maladroit? Très maladroit. J'ai fait ça dans ma cuisine, mon fils qui a 13 ans est passé, m'a dit tu devrais pas mettre ça, c'était mon seul conseiller, vous voyez les choses sont artisanales. Vous comme ça. Il le sera, maintenant je l'écouterai tout le temps. Je pensais qu'il était surtout bon en football, en fait il est meilleur que moi en politique. Voilà, Vincent Payon, invité de Déshabillons-les, et l'émission sera diffusée le 16 mars prochain. Le chef de l'État s'est rendu aujourd'hui à Laon, dans l'Aisne, pour évoquer l'avenir de la fonction publique. L'occasion pour lui de prendre un bain de foule inhabituel, dispositif policier allégé par rapport à d'habitude, pas de barrière de sécurité sur le parcours. Nicolas Sarkozy a donc rencontré
Une foule enthousiaste qui lui a renvoyé une autre image que celle des sondages. Et ce matin, le chef de l'État avait donc convoqué Valérie Pécresse et toutes les têtes de liste UMP pour les régionales en Île-de-France. Ces dernières récusent l'idée d'un recadrage et ont tenu dans la foulée une conférence de presse sur le thème cher au président du Grand Paris. Le PS critique l'implication du chef de l'État qui s'en comporte, dit-on, Ruth Solferino, en chef de parti. À suivre, le premier invité du 18h, Axel Poniatowski, tête de liste UMP dans le Val d'Oise et qui était ce matin à l'Élysée. Et il est là ce soir pour nous raconter. Bonsoir Axel Poniatowski. Bonsoir. Quelle était donc l'ambiance lors de ce petit déjeuner à l'Élysée ce matin? Eh bien, l'ambiance était excellente. Sur la forme, c'était un moment cordial et détendu. Ah bon? Et puis, sur le salaire de vous décevoir. Ah ben dites-moi, alors sur le fond. Eh bien, et sur le fond, ça a été l'expression d'un soutien, comme vous l'avez dit, d'un soutien et d'un rassemblement autour de Valérie Pécresse, qui est un excellent leader de notre tête de liste pour les élections régionales. Et par conséquent, ça nous a permis d'échanger avec le président de la République. Ça n'a rien d'anormal. On a l'air de considérer ça extraordinaire, mais ça n'a rien d'anormal. Mais vous nous dites que donc le maître mot, c'était excellent. Vous dites que la campagne de Valérie Pécresse l'est également excellente? Écoutez, la campagne, c'est une bonne campagne. C'est vrai que c'est toujours difficile de relayer les messages et les programmes principaux, parce que souvent on a l'impression que ça n'intéresse pas les médias, et que en même temps il nous faut faire de la pédagogie, parce que tout le monde ne connaît pas les compétences du Conseil régional en matière de transport, de logement, de sécurité, de lycée, et finalement ce sont des compétences qui ont trait à la vie quotidienne des Français. Oui. Et en cela, ils n'intéressent pas beaucoup les médias, alors, malheureusement. On en parle, on essaye quand même, inviter. on essaye. Mais dites-moi, vous dites que c'est normal que le chef de l'État, effectivement, convoque cette réunion. Or, il est très critiqué par le Parti socialiste, qui considère que là, Nicolas Sarkozy se comporte en chef de parti. Écoutez, quoi qu'il fasse, Nicolas Sarkozy est critiqué, et dans tous les cas, vous le relayez systématiquement. Moi, je suis secrétaire général adjoint de l'UMP. Eh bien, régulièrement, je suis avec l'équipe UMP autour de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Il n'y a rien d'anormal. Je veux dire, ce serait complètement hypocrite de penser et de dire le contraire. Est-ce que vous avez déjà vu François Mitterrand, pendant les 14 ans où il a été président de la République, ne pas souhaiter la victoire du Parti socialiste? Eh bien, on est exactement dans la même configuration. Mais là, vous ne parlez pas de reprise en main. Il n'y a aucune reprise en main. Ni de recadrage. Pourtant, quand même, Axel Poniatowski, ce matin, et il y avait donc autour du chef de l'État le Premier ministre, vous me confirmez, François Fillon, Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée, il y avait le conseiller spécial du chef de l'État, Henri Guénaud, bien sûr, Xavier Bertrand. Ça fait quand même réunion de crise. Mais comme à chaque fois, lorsque l'on va voir le président de la République, c'est toujours dans cette composition-là. Ça serait quand même parfaitement anormal que le président de la République nous reçoive sans que le Premier ministre soit là et sans que Claude Guéant, qui sont plus proches collaborateurs, soit là. Je vous garantis, nous étions dans une configuration absolument habituelle. Très bien. Alors, vous vous êtes tous réunis ensuite, les têtes de liste, pour tenir une conférence de presse sur un thème cher au chef de l'État. Il vous en a rappelé, bien sûr, l'enjeu ce matin, c'est le Grand Paris. Reportage d'Émilie Bouvet. Le message a été reçu 5 sur 5. Les tensions sont balayées. Dans le clan UMP, on se concentre donc désormais sur le Grand Paris, région qui compte pour le chef de l'État. Valérie Pécresse s'est empressée d'attirer et de rassembler aussitôt les médias sur ce projet. Depuis des semaines, j'essayais d'intéresser la presse à ce sujet qui est au cœur de notre projet, au cœur de notre programme, et je suis vraiment très heureuse que vous soyez venus. Alors la tête de liste UMP insiste sur l'intérêt du Grand Paris, à l'origine de polémiques de tous côtés. Bien sûr, ce projet de Grand Paris, il dérange. Il dérange, et je crois que c'est la rançon du succès. Il dérange parce qu'il est novateur. Il dérange parce qu'il est magnifique et porteur d'espoir pour tous les Franciliens. Le parti présidentiel montre et démontre qu'il fait front, esquive les questions autour du petit déjeuner et vise le camp d'en face. C'était une réunion très positive et le président a appelé au rassemblement sans faille derrière la tête de liste. Le candidat sortant Jean-Paul Huchon n'est crédité que de 25% d'intention de vote dans les sondages, c'est-à-dire 6 points de moins que les candidats socialistes en moyenne en France. Pourquoi? Parce qu'il a commis 4 fautes. Derrière ce message d'union, la candidate et ministre évite l'affaire Soumaré et souligne les bénéfices des Franciliens. Le président souhaitait une ouverture et une main tendue à tous les élus pour construire l'avenir de l'Île-de-France. C'est donc ce que le rang UMP s'est efforcé de faire avec le sourire.
Axel Poniatowski, franchement, est-ce que le chef de l'État a abordé l'affaire Soumaré que l'on vient d'évoquer ce matin? Est-ce qu'il a dénoncé une erreur? Vous avez participé à la polémique. Ça n'a absolument pas été abordé. Ça n'a pas du tout été abordé. Qu'est-ce qui ne passe pas quand même dans cette campagne selon vous? On nous annonçait une Dream Team avec autour de Valérie Pécresse quand même des ministres jeunes, très en vue, bien sûr Ramayad, Chantal Joanneau, Nathalie Kosciusko-Morizet. Et puis il y a en face une résistance inattendue de Jean-Paul Huchon, même si vous critiquez son bilan. C'est malheureusement pas Huchon. Je veux dire, Huchon, dans tous les cas, il est président depuis 12 ans, et depuis 12 ans, il a strictement rien fait. Et s'il a strictement rien fait, c'est d'ailleurs probablement qu'il ne peut pas faire. Parce qu'il est prisonnier de ses alliances politiques, avec d'un côté l'extrême gauche, de l'autre côté les écologistes. Et Huchon, c'est dans tous les cas le statu quo. S'il est réélu, malheureusement, ça sera de nouveau le statu quo. Parce que le Grand Paris, c'est très caractéristique. Écoutez, quand on est à la manœuvre sur la région Île-de-France, qu'on a la chance d'avoir le président de la République qui initie un tel projet. Huchon n'a jamais initié aucun projet. Un projet de 35 milliards d'euros, comment ne pas rebondir quand on est président de la région sur un tel projet? C'est ce que nous ferons, bien sûr, si nous gagnons. On ne comprend pas l'attitude d'Huchon qui, au lieu de rebondir sur le projet, passe ses journées à le combattre. C'est véritablement malheureux quand on sait l'état dans lequel sont aujourd'hui les transports parisiens. Dernière question, les sondages tout de même vous placent en tête au premier tour, mais où sont vos réserves de voix pour le second? Écoutez, nous sommes en tête pour l'instant au premier tour. J'espère que nous le resterons. Nous avons un gros écart avec le Parti socialiste. Pour le deuxième tour, rien n'est joué. Oui, malgré ce gros écart, qui va se creusant d'ailleurs de sondage en sondage. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Est-ce que vous ne critiquez pas quand même la stratégie de l'Élysée, la généralisation des listes d'union dès le premier tour? Jusqu'à maintenant, ça a été une bonne stratégie. Et moi, je suis confiant dans le fait que ce sera de nouveau une bonne stratégie. Axel Poniatowski, merci. Autre sujet d'actualité aujourd'hui, le président Medvedev, donc à Paris, une visite d'État qui marque un réchauffement très net des relations avec la Russie. C'est la séquence décodage du 18h. Avec nous dans quelques secondes l'écrivain Vladimir Fedorovski pour commenter donc cette visite du président russe Dmitri Medvedev qui suscite bien des interrogations. D'abord l'enjeu économique pour la France, Laetitia Pomara et Aurélien Romano. La première conséquence de ce rapprochement franco-russe, c'est le possible achat par la Russie de 4 navires Mistral à la France. Des négociations exclusives ont été entamées hier par le président français Nicolas Sarkozy et son homologue russe. 2 des 4 bâtiments seront construits en France, les 2 autres en Russie. Et comme un symbole, le premier sera bâti dans l'Hexagone à Saint-Nazaire. Autre grand contrat signé, celui entre le géant gazier russe Gazprom et Gaz de France à propos de Nord Stream. En clair, GDF Suez deviendra actionnaire à hauteur de 9% du gazoduc. Cela lui permettra d'accroître ses apports en gaz afin d'alimenter le nord de l'Europe. Nord Stream acheminera du gaz de la Sibérie jusqu'en Allemagne en passant sous la mer Baltique pour éviter la Biélorussie, la Pologne ou encore les États baltes en froid avec Moscou. Enfin, Alstom finalise une prise de participation de 25% dans le capital du constructeur ferroviaire russe Transmash Holding. Objectif pour Alstom, s'ouvrir les portes de ce marché. La Russie pèse de plus en plus sur l'approvisionnement de gaz. Elle détient un quart des réserves mondiales à l'heure où la production gazière décline en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Ce pays devient un marché de plus en plus attractif. Pourtant, la France n'est que son 6e investisseur et son 9e partenaire commercial derrière l'Allemagne. Les entreprises françaises en ont bien conscience. Ce matin, quelques 400 représentants d'entreprises, parmi lesquels Suez, Arianespace et Alstom notamment, ont rencontré le président russe. Voilà, les enjeux économiques sont donc importants. Vladimir Fedorovski, bonsoir. Bonsoir. La France a du retard sur ce terrain-là, notamment par rapport à l'Allemagne. Vous avez un jugement sans embâche sur Poutine, Vladimir Fedorovski, le type de pouvoir qu'il incarne. Est-ce que pour vous, Medvedev semble plus fréquentable? Non, mais vous savez, ils sont les membres de l'équipe Poutine. Il ne faut pas se leurrer. Les deux jouent le jeu, mais je reste un grand partisan de rapprochement entre la Russie et la France. Et évidemment, je suis très content que ces contrats ont été signés. Les enjeux sont considérables. Le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment un monde dangereux. Il y a une recomposition géopolitique majeure. Et je pense que la seule manière vraiment de construire l'Europe fiable, c'est redevenir vraiment partisan de la formule gaullienne, de l'Atlantique à l'Ural. Évidemment, c'est beau, mais il y a un troc
tout à fait banal, et vous avez si bien souligné dans votre reportage, c'est le gaz et le pétrole contre la technologie française. Et là, on ne peut pas laisser jouer les Allemands seulement. Ce qui vient vraiment un bon moment, je pense que les Français rejoignent vraiment ce couple cette fois-ci russo-allemand, et ce sera un triangle. Et c'est bien pour l'Europe, c'est bien pour la Russie. Et je pense que c'est bien pour la France. Tout le monde donc compte sur l'autre. La France compte sur la Russie sur bien des niveaux. Économique, on l'a dit. Énergétique, vous l'avez rappelé. Diplomatique aussi, notamment pour riposter à l'Iran et son programme nucléaire. Est-ce qu'il faut vendre à la Russie les fameux Mistral, ces navires militaires qui sont sophistiqués et qui donneront certes du travail au chantier naval à Saint-Nazaire, mais qui assureront aussi puissance et domination à la Russie? Je vais calmer mes amis qui sont inquiets parfois par rapport à ça. Il n'y a rien de trop sophistiqué là-dedans. En revanche, là, je pense qu'on ne peut pas travailler et construire cette alliance que je souhaite avec la Russie sans un minimum de confiance. Et vous avez si bien souligné, les enjeux sont considérables. Nous sommes dans la même barque sur le plan civilisation, bien sûr, on peut parler de Tolstoï, de Dostoïevski, mais au-delà de ça, face à l'Iran, de plus en plus imprévisible, face à des situations imprévisibles en Afghanistan. Et là, je pense que la France et la Russie peuvent jouer une carte majeure, et c'est le cas avec cette visite. Et je parlais des navires de guerre qui suscitent l'inquiétude au sein même de l'OTAN. Et puis, bien sûr, parmi les pays baltes, Vladimir Fedorovski. Évidemment, mais c'est plus le symbole. Moi, je vous ai parlé, vous avez parlé de transfert de technologies sophistiquées. C'est pas vrai. C'est vrai, c'est un symbole, c'est vrai, c'est une étape, mais il ne faut pas s'inquiéter outre mesure sur le transfert de technologie. Je pense que les Français restent vigilants. En revanche, je serais d'accord pour être vigilant sur les problèmes de droits de l'homme, parce que là, sur le problème d'affinité, disons, entre les systèmes politiques en Russie et la France, tout ça, c'est les vrais problèmes, mais on peut les gérer grâce à cette alliance qui se profile à l'horizon. Bon, alors en tous les cas, sur l'armement, vous êtes rejoint par les internautes qui ont répondu aujourd'hui à la question de notre partenaire, le nouvelobs.com. Approuvez-vous la vente de matériel militaire à la Russie? Eh bien, en fait, c'est une majorité de non. Maintenant, les choses évoluent. Non, 56%, et oui, 40%. Et 56% de non. Vladimir Fedorovski, on est tenté quand même de chercher les différences entre Poutine et Medvedev. Est-ce que vous en voyez, vous? Non, c'est une exagération. Vous savez, c'est deux facettes de la même équipe. Mais le personnage principal, pour nos amis qui nous regardent, quand même, c'est Poutine. Mais c'est lui qui a tous les pouvoirs. Qui a tous les réseaux, qui a tous les pouvoirs. Qui a beaucoup de pouvoir. Medvedev, c'est un personnage important. Il tient un langage nuancé, mais le personnage phare, c'est Poutine. Il va d'ailleurs, je prédis volontiers, il va revenir même formellement dans 2 ans au pouvoir, parce qu'il se présentera vraisemblablement aux élections. Vous évoquez les droits de l'homme. Où est passé le discours de Nicolas Sarkozy sur ce sujet, sur l'état de droit en Russie, celui qu'il avait tenu durant sa campagne présidentielle? Vous savez, je pense qu'il faut tenir aussi le langage, mais il tient un discours assez sophistiqué. Je ne pense pas qu'il lâche les mots sur certains sujets. Sur d'autres, il est, disons, plus diplomate aujourd'hui. Moi, je souhaite, à titre personnel, qu'on défend la société civile, le contrôle de la société civile au pouvoir. Et là, il y a les vrais problèmes de verrouillage de la presse. Vous connaissez les problèmes avec les journalistes mieux que Dieu sait que j'ai donné. Vous savez que je parle sans embâche avec mes livres. Mais bref, tout ça, c'est les problèmes qui existent. Il faut être vigilant, mais en même temps, il faut penser à cette affinité géopolitique et, je dirais, entre les deux civilisations. Je vous dis encore une fois, disons, vos écrivains et nos écrivains sont plus forts pour cette affinité que tous les arrière-pensées de politique. Voilà, les écrivains du passé et d'aujourd'hui, qu'a d'ailleurs célébré aujourd'hui Bertrand Delanoë, en recevant Medvedev à l'Hôtel de Ville de Paris. Merci. Il a parlé de l'âme slave. Il a parlé de l'âme slave, le thème de votre dernier livre, Vladimir Fedorovski, que l'on voit à l'image, le roman de l'âme slave. Merci. La question que l'on pose maintenant dans le 18h, oui ou non, le géant Google est-il incontournable pour numériser les livres de la Bibliothèque nationale de France?
Avec nous dans quelques secondes, Jean-Noël Jeannet, ancien président de la BNF, qui relance d'ailleurs ses critiques dans ce livre actualisé quand Google défie l'Europe. Mais voilà, Jean-Noël Jeannet, il va pouvoir répondre. Voilà qu'un rapport du Sénat juge le recours à Google tout simplement indispensable. Tam Tranui. 750 millions d'euros et 375 ans, voilà les moyens nécessaires à la Bibliothèque nationale de France pour numériser ces 15 millions d'ouvrages. Le rapport de la Commission des finances du Sénat est sans appel. Sans Google, impossible de numériser les fonds des bibliothèques. Google a monopole pourtant très décrié. Pour Yann Gaillard, auteur du rapport, pas de risque. La numérisation ne veut pas dire qu'on donne des ouvrages, ça veut dire qu'on les transforme en objets matériels, en objets immatériels. Mais les objets matériels existent toujours. Pourtant, les éditeurs craignent que le géant américain s'accapare le patrimoine mondial. Pour eux, Google met en péril la diversité culturelle et les droits d'auteur. En réplique à la Bibliothèque universelle de Google, de nombreux projets de bibliothèques ont fleuri, mais il manque de financement. Ils n'ont pas mis en face du projet les sommes nécessaires pour aboutir dans un délai raisonnable. Le rapport de la Commission des finances opte quant à lui pour un partenariat avec Google, une solution qui permet d'espérer des délais raisonnables. Entre le pot de terre et le pot de fer, le Sénat a choisi. Bonsoir Jean-Noël Jeannet. Bonsoir. Qu'est-ce que vous répondez donc à ce rapport sénatorial qui dit que Google est indispensable, incontournable pour numériser les livres, notamment le fonds de la BNF? Je dis d'abord que ce n'est pas le Sénat qui s'exprime, c'est très important de le marquer. C'est la Commission des finances avec un rapporteur qui est un financier remarquable et un homme de culture. Mais vous avez envie peut-être de vous appuyer sur la Commission des affaires culturelles qui vous a reçu. On ne peut rien vous cacher. Elle m'a reçu avec une chaleur et des marques d'adhésion à quoi j'ai été extrêmement sensible. Maintenant, venons au fond des choses. Je n'ai jamais dit qu'il ne faudrait jamais faire accord avec Google. J'ai dit qu'il ne fallait pas pactiser dans la situation actuelle où on est, comme il a été très bien dit, un pot de terre en face d'un pot de fer. C'est dangereux d'être un pot de terre. Je ne voudrais pas qu'on aille aujourd'hui, dans le moment qui est le nôtre, avec la corde au cou et la tête basse, du côté de Mountain View, dire aux géants de Google, nous allons faire affaire avec vous. Mais quel est le danger? Parce qu'on entendait le sénateur là, nous dire que numériser les livres, ça n'est pas en devenir forcément propriétaire. Il y a plusieurs dangers. Il y a d'abord un danger moral, puisque Google... démontrant à quel point il est dangereux qu'existe un monopole, Google numérise les livres d'éditeurs sans aucun accord et en met des morceaux en ligne. Cela est insupportable. Tout le monde des lecteurs, des libraires et des éditeurs s'en indigne. Il y a un problème politique qui mérite qu'on s'y attarde un instant. Aucune bibliothèque numérique, aucune bibliothèque nationale, autour de la planète, aucune n'a pactisé avec Google. Il y a probablement des raisons. Et la France a montré le chemin en refusant de le faire dans cette conjoncture actuelle. Il y a des exceptions locales. Il y a la bibliothèque de Lyon notamment, qui elle a passé un accord et qui se dit ravie. Ce n'est pas une bibliothèque nationale. La bibliothèque de Lyon a eu tort. Elle a reçu d'ailleurs sur les doigts un rude coup de règle de la part du ministre et de la part de la commission Tessier. Elle a eu tort de donner accord dans des conditions qui sont d'ailleurs qui étaient largement obscures. Mais revenons à l'essentiel, si vous voulez. Il y a aussi une raison qui est intellectuelle. C'est qu'il n'est pas bon, dans le moment où nous sommes, de laisser Google organiser l'offre à sa manière. Il faut que nous le fassions selon les critères hérités d'un long héritage européen. Alors on le fait, on dit qu'on le fait, mais avec un tel retard aujourd'hui, est-ce qu'un projet, par exemple, européen que vous défendez peut vraiment encore voir le jour? Oui, j'ai nommé cette bibliothèque Europeana pour éviter que ce soit un nom anglo-saxon. Bien sûr. Alors on peut toujours gémir, évidemment, dire on ne pourra pas, ça ratera, on n'a pas l'argent. Mais vous savez, c'est une question de volonté politique. Et d'argent quand même. Oui, c'est pas mal d'argent, mais par rapport à l'enjeu formidable de la présence de notre héritage qui soit organisé par nous, à notre manière, c'est un argent qu'il faut verser. D'ailleurs, la décision qui a été prise et qui est très sage, sous l'influence, me semble-t-il, de Frédéric Mitterrand, a été de consacrer une bonne partie de l'emprunt, ça a été aussi Rocard et Juppé qui l'ont suggéré, à cela. Si on le fait sur un bon rythme... Et les 160 millions d'euros ne suffiront pas à mener à bien la tâche considérable. Mais il ne faut pas non plus affirmer, à mes yeux, que l'on doit tout numériser. C'est absurde. Il faut numériser selon des critères, qui sont des critères culturels, des critères réfléchis, discuter si possible avec nos partenaires de l'Europe, et le faire en offrant une sélection. Il y aura toujours une quantité de livres qu'on aura plaisir à aller chercher une fois tous les 10 ans dans les profondeurs des bibliothèques. Non, ce qu'il faut offrir, c'est un accès
pour tout le public qui souhaite le faire à la richesse dont nous sommes comptables, puisque ce sont nos ancêtres qui nous ont permis d'y accéder. C'est un défi fondamental. Oui. Est-ce que vous imaginez le paysage et la transformation si Google arrivait à ses fins? Parce qu'aujourd'hui, rien ne semble arrêter sa marche. Mais on peut l'arrêter. D'abord, il va être arrêté aux États-Unis, à mon avis, par des lois antitrust. Ensuite, ce qui se passera, c'est que très vite, Google organisera l'offre à partir de critères de publicité, puisqu'ils vivent d'argent privé. Que d'autre part, Google en profitera, contrairement à tout ce qu'ils ont dit, pour organiser une bibliothèque, une librairie en ligne, qui leur donnera évidemment une sorte de monopole avec tous les inconvénients que cela peut avoir. Et en somme, ce qui se passera si l'État n'intervient pas, en collaboration avec d'autres, ce qui se passera, c'est que, comme toujours dans ce cas-là, la richesse ira à la richesse, comme la limaille de fer va à l'aimant. Et les livres les plus vendus deviendront ceux qu'on promouvra le plus. Alors qu'une culture, elle est faite précisément de la diversité des langues, diversité des cultures. C'est un magnifique combat et c'est pourquoi, bien que j'ai cru n'avoir plus à m'en mêler, lorsque j'ai vu à ma stupéfaction que la Bibliothèque nationale de France, en août dernier, était sur le point de pactiser, encore une fois la seule au monde, avec Google, mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai souhaité publier cette réédition. Que vous avez actualisé, donc. Est-ce que vous vous sentez un peu seul, Jean-Noël Jeannet? Est-ce que vous voyez d'autres dangers avec Google, qui fait partie de notre vie quotidienne aujourd'hui? Aujourd'hui, par exemple, Google essaye de justifier son projet de Street Views, qu'on voit sur Internet. Donc, ils prennent les photos partout dans les rues. Est-ce que vous estimez que nous sommes menacés même dans notre vie privée par le moteur de recherche? Je me sens pas du tout seul. Depuis le mois d'août, les soutiens, et pas seulement au Sénat, ont été très considérables chez les intellectuels, chez les journalistes. Sur la planète. J'étais au Japon en septembre, les gens étaient stupéfaits. Il y a une même sensibilisation. Ils ont décidé de consacrer 100 millions d'euros l'année prochaine pour numériser 1 million d'ouvrages très rapidement. Alors vous voyez, nous ne sommes pas seuls. Non, et les autres dangers, au-delà de la numérisation du patrimoine? D'autre part, comme vous dites, Google n'a pas vraiment le vent en poupe. On sent de partout une inquiétude à l'égard de ce que Google peut faire. Et vous savez, je ne blâme pas Google d'être Google. Je dis simplement que quand on abandonne à un monopole dans le domaine culturel, dans le domaine de l'information, tout le champ, tout le paysage, alors forcément, il y a des effets pervers. Ne gémissons pas de la puissance de Google, mais bâtissons en face une réalité culturelle, une puissance intellectuelle qui permettra ensuite, éventuellement, pourquoi pas, de dialoguer avec Google, mais à parité, les yeux dans les yeux. En tous les cas, vous êtes en rupture avec votre successeur à la tête de la Bibliothèque nationale de France, mais qui est conforté aujourd'hui dans sa fonction, puisqu'on avait dit que Mme Albanel pouvait éventuellement lui succéder, mais il n'en est plus question, puisqu'elle est partie à France Télécom. Je n'en sais rien, je ne suis pas du côté dans les arcanes du pouvoir. S'il demeure en place, je le lui souhaite à lui, bien sûr. Alors j'espère qu'il pourra en effet faire un vrai tournant, une vraie vous l'avez envoyé inflexion votre livre, vous avez un dialogue avec lui? Il s'était dérobé à tout dialogue mais je lui ai envoyé mon livre, bien sûr. Je n'ai pas encore reçu le sien, mais je vais sûrement le voir arriver. Très bien, merci beaucoup Jean-Noël Jeannet. Quand Google défie l'Europe, donc aux éditions 1001 nuits. Merci d'avoir participé à cette édition du 18h. À suivre sur Public Sénat, je vous le disais, Terrain politique avec Gilles Leclerc qui se trouve aujourd'hui à Tulle et bien sûr son invité est François Hollande. D'abord, la première page des élections régionales, puisque nous retournons ce soir dans les Pays de la Loire, où nous étions hier. Voici la carte de cette région où l'enjeu est d'importance avec face à face, je vous le rappelle, le socialiste Jacques Auxiette et l'UMP Christophe Béchu, qui d'ailleurs ont mis leur campagne entre parenthèses quelques heures, bien sûr en raison de la catastrophe causée par le passage de la tempête. Le sujet polémique, il y en a un localement, concerne l'implantation d'un nouvel aéroport. L'UMP et le Parti socialiste sont pour, mais les socialistes sont embarrassés par l'opposition des Verts, leur allié de demain. Flora Sauvage. Donc là, là vous avez un avion qui suit la trajectoire normale, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Tous les matins, Patrick Ducret est réveillé par les avions qui survolent sa maison. Il milite pour le transfert de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes, à 20 km au nord de la ville. Il avance l'argument de la sécurité qui n'est pas toujours assurée à cause du survol des avions sur le centre-ville. En 2004, par exemple, il y a un avion qui avait 140 passagers qui a atterri et il croyait être sur la piste. En réalité, c'était sur une grande avenue à Rezé. Et donc, in extremis, en voyant qu'il y avait devant lui des immeubles, il a poussé les réacteurs. Il est allé atterrir, je crois, à Bordeaux.
Pour les pilotes de ligne, le transfert de l'aéroport serait aussi une bonne chose. Et on a un réel souci du survol de la ville, 500 000 habitants, enfin une agglomération de 500 000 habitants, des gens peu habitués à fréquenter cet aéroport se présentent. Il y a eu des incidents récents. La solution idéale, c'est bien d'enlever cet aéroport de la proximité de la ville pour le rejeter un peu plus au nord. Mais au nord de Nantes, la colère gronde. C'est un projet qui est inutile, quoi. Une quarantaine d'exploitants agricoles seraient menacés d'expulsion par ce projet. Partir, mais partir où? Ça, c'est pas possible. Et d'abord, il n'est pas question que je parte. Mais pour l'instant, on ne sait pas, à l'heure actuelle, au nord de la Loire notamment, où faire de l'agricole. Voilà. Les filles, il faudra prendre l'avion. Le projet de transfert de l'aéroport de Nantes est dans les tiroirs depuis 40 ans, mais cette fois, l'État semble décidé pour mener à bien son projet. D'une capacité de 9 millions de voyageurs, l'aéroport devrait ouvrir ses portes en 2016 pour un budget global de 580 millions d'euros. Ce projet d'aéroport n'a aucune raison d'être, c'est-à-dire qu'il n'a aucune raison d'exister. En fait, on sait très bien que maintenant, c'est uniquement une spéculation immobilière sur la ville de Nantes qui fait que il serait intéressant de déménager l'aéroport actuel de Nantes Atlantique. À terme, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes devrait désenclaver le Grand Ouest et soulager les aéroports parisiens qui arrivent à saturation. Voilà, nous restons sur le terrain politique, donc à Tulle, avec Gilles Leclerc et son invité François Hollande. Que se passe-t-il au Tibet depuis le départ du Dalai Lama? Le peuple tibétain est-il menacé de disparition? Ce qui est en train de se mettre en place, intentionnellement ou non, c'est une sorte de génocide culturel. Nourri d'archives inédites, le documentaire retrace l'histoire mouvementée de ce pays. Un demi-siècle de propagande chinoise décryptée par plusieurs générations d'exilés tibétains. Les souffrances qu'ils nous ont fait subir, le nombre de gens qu'ils ont tués, ça, on n'aurait jamais pu l'imaginer. Tibet, le mensonge chinois. Un documentaire de Bernard Debord, samedi à 22h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet.